Oui, que Dieu et le général de Gaulle soient avec nous. Pour mes stagiaires, il n'y a que deux alternatives, être français ou mourir. Et ils ont raison. Je vois mal le FLN, si par malheur il arrivait au pouvoir, ne pas exercer de sanglantes représailles sur les harkis et les autodéfenses. Ce serait Indochine bis. Mais cela ne se peut pas, car dans ce département français, nous sommes les maîtres de la situation et nous ne les laisserons pas faire n'importe quoi. Après la séance de tir animée de l'après-midi et une patrouille sur les hauteurs à la tombée de la nuit, je m'installe à ma table d'écoute après le repas du soir avec mes traducteurs. Je me rends compte que le message est bien passé. Grand merci à mes micros. J'en fais part à Scipion en début de nuit. Dans la piole que nous partageons, nous grattons de concert car les puces sont plus résistantes que les falagas. Tant mieux, Fourtu, si vous les avez convaincus. Je crois qu'ils sont une cible facile, de par leur volontariat. Je compte sur eux pour convaincre les autres. Et ils sont nombreux. Le lendemain matin, nous descendons à Borj-Mnayel, laissant le programme d'instruction, basé aujourd'hui sur des rudiments de secourisme, aux bons soins de Chatoise et de Dieu. C'est le jour du grand rapport hebdomadaire qui réunit dans le bureau du colonel les chefs de bataillon et les responsables du CFAD. Leclerc nous accueille, l'air préoccupé, un pli soucieux barre son front. Asseyez-vous, messieurs, je serai bref. Tout d'abord, avez-vous à me faire part de problèmes particuliers à vos unités ou de bilan opérationnel? Personne ne demande la parole. Je vois que le secteur est calme. En un sens, c'est bien. Mais si vous aviez cassé quelques rebelles, cela aurait été mieux. Passons. Je dois vous faire part d'une nouvelle importante. Le chef de l'État a appris que dans les régiments, on commençait à avoir des états d'âme, que certains se demandent si le général ne va pas tout larguer. La presse métropolitaine et internationale ne le ménage pas. Il a pris la décision de faire la tournée des popotes du 5 au 5 mars. Du 3 plutôt, au 5 mars. En ce qui nous concerne, la réunion aura lieu le 14, plutôt le 4, à la préfecture de Tizi Ouzou à 11h. Le général de Gaulle bouge et vient sur place, parler à ceux qui sont au cœur de l'action, loin des intrigues élysiennes. Venir vers nous, il ne pouvait pas mieux exaucer nos désirs. Je suppose que mes camarades partagent le même point de vue. Nous demeurons attentifs à ce qui va suivre. J'ai donc décidé de m'y rendre en votre compagnie, puisque vous représentez les cadres principaux du régiment. Départ du PC à 9h, en tenue numéro 1, bien sûr. Notre unité doit assurer la sécurité de la route de Tizi Ouzou sur 7 km, de part et d'autre de l'axe. Il me faut le maximum d'effectifs sur le terrain. C'est la mission des chefs de bataillon. Tandis que nous sortons un peu abasourdis de l'entrevue, Vaillant et Migueli s'approchent du colonel pour certainement discuter des points de détail sur le déplacement des troupes. Nous passons la nuit du 3 chez nous, à la plaine. Pour notre plus grand bonheur, laissons à nos épouses le soin de repasser soigneusement nos uniformes de cérémonie. Tu as l'air bien guilleret dans ta belle tenue. Je te préfère en treillis de combat, c'est moins voyant, se moque gentiment de moi Jocelyne, qui m'observe sur toutes les coutures. Ainsi, tu vas voir de près pour la première fois le général de Gaulle en chair et en os? Ne te moque pas de moi, ma biche. Cette réunion est très importante. S'il fait le déplacement, ce n'est certainement pas pour nous dire des banalités. Méfie-toi de ta grande confiance et souviens-toi, de la Tunisie. Tu as tendance à passer trop vite de l'optimisme au pessimisme. Je te rappelle que De Gaulle n'est pas Mendès France.
Un coup de klaxon sur le parking, c'est Bernard, fidèle au rendez-vous. Scipion ouvre sa porte en même temps que moi. Nous vissons nos képis noirs à l'encre de marine sur nos têtes et nous nous dépêchons de rallier la ferme Cortès. Les 203 noirs du régiment sont là. Nous saluons colonel et commandant et nous prenons place dans les voitures. Question confort, c'est mieux que les jeeps, mais mon képi touche le haut du pavillon et dans les chaos, malheureusement, que j'ai des oreilles. Je suis avec Scipion. Les lieutenants ne se mélangent pas avec les officiers supérieurs. Je suis peut-être médisant, mais il m'est parfois arrivé d'observer le même phénomène quand ça chauffe au cours d'une opération. Honni soit qui mal y pense. Nous n'avons pas d'escorte car la route est ouverte. Dans le ciel patrouillent inlassablement des escadrilles de T6. Des pipeurs d'observation de l'ALAT volent à très basse altitude. Nous sommes rendus à Tizi Ouzou en moins d'une heure. Le grand chef arrivera certainement par la voie des airs. Il n'a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au bain de foule, mais au contact avec les militaires. On nous fait entrer dans la salle d'honneur de la préfecture. Par les grandes baies vitrées ornées de plantes vertes pénètrent des flots de lumière, car la météo a décidé d'être à la hauteur de l'événement. Nous sommes plus de 200 officiers. Les uniformes bleus des chasseurs alpins tranchent sur les nôtres. Je n'avais jamais vu une telle profusion de galons. J'aperçois de jeunes sous-lieutenants, des capitaines de 30 ans, ceux qui font vraiment la guerre, ceux qui crapahutent dans les djebels. Sur la poitrine de beaucoup d'entre eux, la croix de la valeur militaire atteste de leur vaillance au combat. Le bruit des conversations est intense. Je me tiens non loin de mon colonel qui discute avec Scipion et Vaillant. Un bourdonnement caractéristique se manifeste et s'amplifie rapidement. 3 hélicoptères lourds, Sikorsky, font leur approche et celui du milieu, après quelques secondes de vol stationnaire, se pose délicatement sur la DZ et coupe son moteur. J'aperçois le préfet et des généraux qui se précipitent vers l'appareil, courbés en deux par le vent des pales qui ralentissent puis s'immobilisent. La portière s'ouvre, nous voyons tout depuis la salle d'honneur. La silhouette légendaire apparaît en uniforme de général de brigade. Il met pied à terre et rend leur salut aux autorités. Le groupe se dirige à grands pas vers nous. Nos bavardages se sont spontanément arrêtés et nous demeurons dans une très silencieuse expectative. À vos rangs, fixes. Dans un ensemble parfait, nous claquons des talons. Charles de Gaulle pénètre dans la salle et tout semble plus petit. Il s'avance vers nous, son regard perçant nous scrute. Une petite croix de Lorraine est le seul modeste ornement de son uniforme, contrastant avec les ors et les décorations de ceux qui lui font face. Il s'immobilise à 10 pas de notre masse compacte, nous salue militairement et prononce de cette voix forte et grave qui n'appartient qu'à lui. Mettez-vous au repos. Le préfet s'adresse au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, les officiers réunis en ce lieu représentent les différentes unités stationnées dans la zone est-algérois. Tous les chefs de corps sont présents, accompagnés de leurs principaux adjoints. Le général de Gaulle prend alors la parole. Son discours renouvelle à peine les propos tenus à Redjas, devant les capitaines de la 25e division de parachutistes en pleine opération Pierre Précieuse. Monsieur le préfet, je vous remercie. Messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, j'ai tenu à faire le tour des grandes zones militaires d'Algérie pour vous apporter le soutien du président de la République, chef des armées. Les événements en janvier 1960 à Alger n'ont rien entamé ma conviction, mais je n'admettrai en aucun cas une quelconque désobéissance de votre part aux ordres que j'ai donnés.
la moindre marque de sympathie envers ceux qui enfreindraient le droit fil de la politique de la France à décider pour ce pays. L'armée est faite pour obéir, et la discipline doit être son credo. Il marque un temps pour que nous nous imprégnions bien de son introduction. Puis, d'un doigt, se sentir mal à l'aise. Dans un silence palpable, il poursuit. Certes, j'ai déjà dit, l'Algérie de papa est terminée. Il n'y aura pas, croyez-le bien, de Dien Bien Phu diplomatique. Les insurgés ne nous mettront pas à la porte de ce pays. La France ne doit pas partir. Elle a le droit d'être en Algérie. Elle y restera. L'indépendance souhaitée par Farhat Abbas, c'est la misère, la clochardisation, la catastrophe. Nous n'applaudissons pas, car dans notre milieu, ça ne se fait pas. Mais les paroles que nous voulions entendre, il les a dites. L'émotion m'étreint. J'ai pas honte de dire que j'en ai presque les larmes aux yeux. Il termine en ajoutant. Moi vivant, le drapeau vert ne flottera jamais sur Alger. Avant de vous quitter, car mon emploi du temps est chargé, je souhaiterais avoir quelques instants d'entretien avec deux jeunes officiers qui sont au cœur de l'action sur le terrain. Que leur chef de corps les désigne. Immédiatement, une douzaine de lieutenants et capitaines font quelques pas en avant. Au même moment, le colonel Leclerc se retourne vers moi et chuchote. Allez-y, Fortu. N'en croyant pas mes oreilles, je m'avance vers eux, conscient de l'honneur insigne qui m'est fait. En demi-cercle, autour du grand homme qui nous domine de sa haute taille, nous nous présentons successivement et répondons aux questions qu'il nous pose quant à notre implantation, à nos activités exceptionnelles et opérationnelles et aux résultats de la pacification. Lorsqu'on arrive mon tour, mon regard rivé au sien, je me présente. Sous-lieutenant Fortu, officier adjoint du centre de formation des autodéfenses du 9e régiment d'infanterie de marine. À vos ordres, mon général. Depuis quand servez-vous dans cette unité, lieutenant? Depuis juillet 1959, mon général. Quels étaient les effectifs des rebelles à cette époque? Environ 4 katibas, soit près de 1000 hommes, mon général. Combien de survivants tiennent encore le maquis? Une centaine, peut-être moins. Ils se sont dispersés en groupuscules, se terrant dans les grottes de la montagne, mais nous les éliminerons jusqu'au dernier. Par ailleurs, nous avons eu plusieurs dizaines de ralliements. Fort bien, lieutenant. Vous disposerez du temps et des moyens nécessaires pour mener votre action jusqu'au bout. Ces paroles resteront gravées dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. C'est De Gaulle qui les a prononcées en me regardant dans les yeux. Je rejoins les rangs de mes camarades dans un état second. Messieurs, je suis obligé de partir. D'autres réunions m'attendent. Nous rectifions la position. Il nous salue une dernière fois et file à grands pas vers son hélicoptère, suivi de près par son aide de camp et par les autorités qui l'avaient accueilli. La portière se referme. Le sifflement du rotor monte crescendo. Un nuage de poussière enveloppe ceux qui sont à terre et qui sont obligés de maintenir d'une main leur coiffure sous peine de la voir s'envoler. Majestueux, le lourd Sikorsky s'élève, flanqué des deux autres qui l'escortent. Les appareils prennent rapidement de l'altitude et ils disparaissent à l'horizon. Dans la préfecture, c'est un concert d'exclamations de satisfaction. Le chef de l'État nous a rassurés. L'armée remplira son action jusqu'au bout. L'Algérie sera française. Nous sortons dans un embouteillage de véhicules militaires et nous finissons par retrouver les nôtres. Sur la route du retour, Scipion me dit « Vous êtes un petit pistonné, Fortu.
C'est vous que le colonel a choisi. Il faut dire que vous êtes le plus jeune, que vous étiez là avant moi et que vous connaissez parfaitement le dossier. Vous aviez l'air tout petit face au général. Mon lieutenant, pour rien au monde, je n'aurais cédé ma place à un autre. J'espère que vous me comprenez. Naturellement, mon vieux, ce sera un grand souvenir pour vos vieux jours. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.